Regardez-moi ça les gars. Tout commence avec le garçon qui croise une jeune femme en pleine rue, visiblement pressée, et qui attire son attention. Il l'aborde poliment, la complimente et lui demande son prénom. Elle répond qu'elle s'appelle Anna, et lui se présente comme Dior. Intrigué par son accent, il lui demande d'où elle vient. Elle révèle être péruvienne, tandis que lui précise ses origines dominicaines et portoricaines. Le ton devient léger, presque taquin, et Dior lui fait remarquer qu'elle sort tout juste de la salle de sport, ce qu'elle confirme. Il s'intéresse à elle, lui demande si elle habite dans le coin, et elle répond qu'elle vit effectivement à proximité. Voyant l'occasion, il lui propose de lui faire visiter un endroit un jour, ce qu'elle accepte vaguement. Puis, la conversation dérive vers leur projet du moment. Anna explique qu'elle s'apprêtait à aller manger, et Dior, affirmant qu'il a aussi faim, lui propose de l'accompagner. Elle hésite au départ, puis finit par accepter, évoquant l'envie de manger de la cuisine caribéenne. Dior, curieux, avoue n'en avoir jamais goûté et lui propose de monter dans sa voiture. Là, Anna découvre son luxueux véhicule et paraît séduite par l'intérieur. Mais très vite, son attention est attirée par une grosse liasse d'argent posée dans la voiture. Surprise, elle demande pourquoi il transporte autant de billets, et Dior explique sans détour qu'il revenait tout juste d'un strip club où il avait jeté près de 20 000 $ en une seule soirée. Amusée et intriguée, Anna admet qu'elle a déjà fréquenté quelques strip clubs, mais pas les mêmes que lui. Dior, lui, précise qu'il était récemment au fameux Boogie Trap on the River. Leur échange prend ainsi un ton de plus en plus orienté vers l'argent, le luxe et les apparences, révélant petit à petit les véritables centres d'intérêt de la jeune femme. La discussion se poursuit dans la voiture. Dior, sûr de lui, raconte qu'il était récemment monté à bord d'un yacht pour rejoindre le célèbre club Booby Trap, une expérience qu'Anna écoute avec curiosité. Intriguée, elle lui glisse en souriant qu'il devrait l'inviter la prochaine fois. Amusé, Dior lui répond que tout dépendra de la façon dont il la sent, mais qu'il n'exclut pas de l'emmener. Flatté, Anna confirme qu'il s'en sort plutôt bien jusqu'ici, ce qui renforce leur complicité. Rapidement, la conversation revient sur la nourriture. Anna avait d'abord pensé manger péruvien, mais hésite encore. Dior, qui n'a jamais goûté ce type de cuisine, veut en savoir plus. Elle lui explique alors que dans son pays, il consomme beaucoup de fruits de mer, notamment le ceviche. Intrigué, Dior s'étonne, pensant que c'est simplement du poisson mariné, mais Anna insiste. Le ceviche péruvien est unique et doit absolument être goûté pour comprendre. À travers cet échange, une connexion subtile se crée, mélange de curiosité, de séduction et de découverte culturelle. La conversation prend une tournure plus légère et taquine. Dior demande à Anna si elle sait cuisiner, ce qui la fait rire avant qu'elle ne finisse par avouer que c'est sa sœur, américaine, qui lui a appris. Elle précise que c'est bien plus simple que la cuisine péruvienne. Dior, intrigué, en profite pour la tester. Est-ce qu'elle accepterait de lui préparer un plat péruvien? Anna répond malicieusement que oui, mais seulement s'il se comporte bien. Amusé, Dior insiste, cherchant à savoir s'il a déjà marqué des points. Elle lui accorde qu'il en a quelques-uns, mais qu'il en faudra davantage. Ce petit jeu de séduction les rapproche, chacun cherchant à garder l'avantage. La discussion revient alors sur le choix du restaurant. Anna n'en connaît pas de spécialisé dans le péruvien, mais propose de chercher sur Google. Dior la taquine en disant que c'est elle, en tant que péruvienne, qui devrait être l'experte. L'ambiance est ponctuée de rire et de complicité, jusqu'à ce qu'il remarque l'un de ses tatouages. Anna lui explique qu'elle l'a fait au Pérou, preuve de ses racines. Impressionné, Dior conclut qu'ils devraient aller goûter ensemble à cette fameuse cuisine péruvienne, une idée qu'Anna valide avec un sourire. La discussion continue sur une note légère, Dior complimentant la façon dont Anna prononce certains mots, ce qui la fait sourire. Puis, soudain, il annonce qu'il a oublié son portefeuille à l'étage et qu'il doit aller le chercher. Anna accepte, même si elle lui demande de ne pas traîner. Avant de sortir, Dior la taquine encore sur ses yeux, qu'il trouve magnifiques, et elle réplique avec humour. Il s'éclipse alors quelques minutes, laissant Anna seule. Mais dès qu'il disparaît, son attitude change. Elle sort son téléphone et appelle une amie. Elle lui confie qu'elle est dans la voiture d'un homme qui a sur lui une énorme liasse d'argent, au moins 10 000 $ en liquide, et demande si elle devrait en prendre un peu. Son ami l'encourage à subtiliser quelques billets sans qu'il s'en rende compte, surtout les coupures de sang, pour que cela passe inaperçu. Anna hésite, mais finit par lâcher un petit rire complice, laissant entendre qu'elle est tentée. Puis elle raccroche juste avant que Dior ne revienne. Lorsqu'il rouvre la portière, tout est redevenu normal, comme si rien ne s'était passé. Il plaisante sur le fait qu'il n'a pas mis longtemps et reprend la conversation, parlant de voyage. Enthousiaste, il propose d'aller ensemble au Pérou, insistant sur son envie de découvrir son pays d'origine. Anna reste vague, affirmant avoir déjà trop entendu ce genre de promesses, alors Dior change rapidement de sujet et parle de la République dominicaine, qu'elle dit avoir visité avec sa famille. Il lui lance alors un regard appuyé, sous-entendant qu'il aimerait être le premier homme à l'Y emmener vraiment. Elle sourit à son tour, mais Dior détourne la discussion en sortant son argent et en comptant les billets, un geste qui ne manque pas d'attirer l'attention d'Anna. Ils sont assis dans la voiture quand la tension commence à monter. Lui, troublé, compte ses billets et réalise qu'il manque une grosse somme.
Il se souvient avoir eu près de 2000 $, mais il n'en retrouve qu'à peine 8 cents. Soupçonneux, il jette un coup d'œil vers elle et demande calmement si elle n'a rien pris. Elle hausse les épaules, presque vexée, et répond que non, insinuant qu'il dépense peut-être trop au strip club ou qu'il a simplement laissé l'argent chez lui. Mais son ton change quand il évoque une caméra installée dans la voiture. Il précise qu'il s'agit d'une dashcam pour les accidents, mais la méfiance est déjà là. Elle se crispe, le prenant pour une accusation déguisée. Lui tente de se justifier, affirmant qu'il veut seulement vérifier, mais l'atmosphère devient glaciale. Elle se sent insultée, lui reproche de la prendre pour une voleuse, et menace de partir. Lui, obstiné, insiste pour revoir les images, soulignant qu'il est impossible que l'argent disparaisse tout seul. Il enclenche la lecture, et soudain, ses soupçons trouvent confirmation. Sur l'écran, il la voit clairement en train de prendre les billets. Elle nie aussitôt, la voix plus dure, répétant qu'elle n'a rien fait, mais son masque se fissure. Lui, désormais sûr de ce qu'il a vu, reste silencieux un instant, partagé entre colère et déception. Elle, sentant la situation lui échapper, exige qu'il la laisse sortir immédiatement de la voiture, son ton oscillant entre défi et panique, tandis que l'air devient lourd, chargé d'une vérité qu'elle refuse d'admettre mais qui se trouve sous leurs yeux. Le gars commence à soupçonner la fille, il compte son argent et se rend compte qu'il manque une grosse somme, alors il lui demande directement si elle n'a pas touché au cash. Elle joue l'innocente, lui dit que non, qu'elle n'a aucune raison de voler, mais plus il insiste et plus elle se met sur la défensive. Il décide alors de vérifier la dashcam de sa voiture, et c'est là que tout bascule. Sur les images, on la voit clairement prendre les billets. Paniquée, elle nie encore en disant que ce n'est pas elle, que c'est peut-être de l'IA, mais lui reste ferme et exige son argent. Coincée, elle tente de négocier en réclamant d'abord son téléphone qu'il a confisqué, mais il ne lâche rien. Après plusieurs minutes de tension, elle finit par craquer et lui rendre l'argent, furieuse d'avoir été démasquée. Il la fait descendre de la voiture sans ménagement, en lui lançant qu'elle a gâché sa chance et qu'il ne veut plus jamais la revoir. Et voilà encore une preuve que certaines filles sont prêtes à tout pour l'argent, mais que tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Abonne-toi pour plus de vidéos. Un jeune homme repère une fille qui attire tout de suite son attention. Elle est belle, confiante, et marche tranquillement dans son coin. Il l'aborde avec un sourire. « Salut, comment tu vas, belle? Tu es vraiment magnifique. Moi c'est Neyer et toi ?» La jeune femme répond poliment. Elle s'appelle Marley. La conversation démarre, légère. Elle explique qu'elle va rejoindre ses amis pour manger. Le garçon tente alors sa chance. « Ah ouais? Pas d'invitation pour moi? Parce que moi aussi, j'ai faim. » Mais Marley reste distante. Lorsqu'il lui demande son numéro, elle invente une excuse. « Non désolé, mon téléphone est éteint. » Problème, à ce moment précis, une notification apparaît sur son écran. Le garçon le remarque aussitôt. « Attends, tu viens pas de recevoir un message, là? Donc ton téléphone n'est pas éteint? Pourquoi tu mens ?» Malgré l'évidence, elle continue de nier, prétextant que c'est un vieux message. Le jeune homme comprend vite le jeu. Elle n'est tout simplement pas intéressée, mais préfère inventer des histoires au lieu de dire la vérité. Déçu, il lui souhaite une bonne journée et s'éloigne vers sa voiture. Mais quelques secondes plus tard, Marley change soudainement d'attitude. Voyant la voiture, elle revient vers lui et tente de rattraper le coup. « Attends, je peux te donner mon numéro finalement. » Le garçon la regarde, perplexe. « Non, c'est mort. Tu viens de mentir droit dans mes yeux. Je veux rien avoir à faire avec une menteuse. » Marley insiste, prétendant vouloir se rattraper, mais plus elle parle, plus elle s'enfonce dans ses mensonges. Elle essaie même de négocier. « Laisse-moi juste monter dans la voiture, je peux peut-être me rattraper. » Mais cette fois, le jeune homme est catégorique. « Non. Tu mens depuis le début. Si tu es capable de mentir pour des petites choses, je peux jamais te faire confiance pour quelque chose de sérieux. C'est fini. » Il referme la discussion et la laisse là, devant la voiture, confuse et démasquée. Alors que la tension monte, la fille continue d'insister, voulant absolument se rattraper et prétendant qu'il n'y a aucun problème à ce qu'ils sortent ensemble, mais le garçon reste sur ses gardes, lui rappelant sèchement qu'elle était déjà dehors et que la garder encore un peu dehors ne change rien. Et quand elle insiste pour qu'ils aillent voir ses amis, boire un verre ou prendre du fun, il secoue la tête et lui explique qu'il ne boit pas, ne fume pas, ne fait pas de hookah. Rien de tout ça. Que ce n'est pas son style, et quand elle tente un nouvel angle en évoquant la chaleur pour monter dans sa voiture, il reste ferme, lui disant que répéter qu'elle a chaud ne changera rien, qu'il parle déjà et que la différence entre être dehors et dans la voiture n'existe pas. Puis il revient sur ce qui le dérange depuis le début, à savoir qu'elle lui a menti et qu'elle n'était pas obligée, qu'elle aurait pu dire directement qu'elle n'était pas intéressée. Et là la vérité tombe, elle avoue qu'elle a un copain et qu'elle essayait juste d'être loyale, mais il la recadre immédiatement en lui expliquant que essayer d'être loyale n'existe pas, que la loyauté c'est quelque chose qui se vit ou pas. Et elle bafouille en tentant de se justifier. Mais ces contradictions deviennent évidentes car malgré son copain, elle continue d'insister pour monter dans la voiture et aller manger, et il lui fait remarquer qu'elle a un mec mais qu'elle agit comme si elle voulait être avec lui, et il souligne que lui, étant célibataire, n'a rien à cacher alors qu'elle admet que son copain la trompe et qu'elle veut agir de la même façon, concluant que deux torts ne font pas un droit, laissant planer un silence lourd où la manipulation de la fille éclate au grand jour face à quelqu'un qui ne se laisse pas berner.
Le garçon reprend le fil de la conversation en rappelant que deux torts ne font pas un droit, soulignant que le fait qu'elle trompe son copain ne rend rien acceptable, et il lui demande pourquoi elle est là à lui parler si elle a déjà un homme, tandis qu'elle tente de se justifier en expliquant qu'elle se sentait mal d'avoir menti et qu'elle ne voulait pas le laisser partir ainsi, mais il ne veut pas perdre de temps et l'invite à monter dans la voiture pour parler sérieusement. Et elle s'exécute, réalisant que la situation est maintenant sous contrôle, alors qu'il rappelle que le but de la vidéo est de laisser les filles se dévoiler elles-mêmes. Une fois à l'intérieur, elle raconte qu'elle était en route pour rejoindre ses amis mais que son téléphone était éteint et qu'elle ne voulait pas dire qu'elle avait un copain, révélant qu'ils sont ensemble depuis 2 ans et qu'il la trompe depuis le début, mais qu'elle n'a jamais triché, et il la confronte sur le fait qu'elle parle avec lui malgré son couple, la mettant face à ses contradictions et l'obligeant à admettre qu'elle est une victime de triche, mensonge et manipulation, tout en lui demandant pourquoi elle choisit de lui parler maintenant. Et elle tente d'expliquer que d'habitude les hommes ne valent pas son temps mais que lui, visiblement, fait exception car il prend soin de ses affaires. Et il lui fait remarquer que beaucoup de personnes à Houston réussissent leur vie, et qu'il n'est pas unique, mais qu'elle a choisi malgré tout. Et il conclut que lorsqu'on commence par mentir, on se discrédite soi-même, que ce mensonge la suivra et que maintenant, elle doit assumer la pénalité de son mensonge, car tout le monde saura qu'elle a trompé et menti. Et il insiste pour qu'elle assume ses paroles et cesse de continuer à le duper. Le garçon poursuit la confrontation en la mettant face à son comportement. Il lui demande ce qu'elle pourrait être en train de lui cacher et lui fait comprendre qu'en lui parlant et en étant dans sa voiture malgré son copain, elle est déjà en train de tricher, et il lui pose la question directe. Comment se sentirait-elle si son mec avait une autre femme dans sa voiture, juste pour un petit service comme la nourrir ou lui donner un trajet? La fille tente de se justifier maladroitement, expliquant qu'elle n'a pas besoin d'un service mais qu'elle s'est retrouvée là et que, peut-être, elle est d'accord avec la situation malgré tout, révélant ainsi un manque de clarté dans ses propres limites. Il enchaîne ensuite sur ce qu'elle attend vraiment. Un homme qui gagne de l'argent et qui puisse l'élever, investir son temps et ses ressources pour elle, et il lui demande si elle se rend compte que ce type de relation exige qu'elle apporte elle aussi de la valeur, pas seulement qu'elle soit belle ou présente. Elle se perd dans ses réponses, parlant de ce que l'homme devrait faire pour elle, mais le garçon la confronte avec fermeté. Il lui fait remarquer que son attitude et ses mensonges dès le départ l'ont discréditée et que, malgré son apparence, il ne la considère même pas digne d'être mise en valeur par quelqu'un de sérieux. Il la met face à la réalité de son double jeu. Elle a un copain, elle prétend ne pas tricher, mais elle est là à séduire et à chercher un autre avantage. La conversation devient un examen direct de ses motivations. Elle dit vouloir un homme qui puisse la mettre à l'aise financièrement et matériellement, mais il lui demande ce qu'elle apporte en retour, quelle valeur elle crée pour mériter un tel investissement. Et elle répond de manière évasive que tout dépend de lui, révélant qu'elle ne se responsabilise pas et qu'elle compte sur l'autre pour son confort. Le garçon observe ses contradictions, la confronte à chaque mensonge et à chaque justification bancale, tout en lui faisant comprendre que ses actes, ses paroles et ses intentions sont visibles. Elle essaie de manipuler et de profiter d'un homme qui ne se laisse pas berner, et il souligne subtilement que sa beauté ou son charme ne suffisent pas à cacher le manque de responsabilité et l'avidité matérielle derrière ses paroles. Le garçon continue de mettre la fille face à ses attentes et à ses contradictions. Il lui demande ce qu'elle fait pour mériter un homme qui investit dans sa vie, et elle répond qu'elle est pure de cœur et qu'elle est bonne pour son copain, mais il insiste, elle doit aussi démontrer qu'elle mérite qu'on investisse en elle, qu'elle apporte quelque chose à sa vie. Il l'interroge sur le moment où elle s'attend à ce qu'un homme commence à s'investir pour elle et elle répond que c'est quand il se sentira poussé, mais le garçon la pousse à réfléchir. Si ça prend des années, est-ce qu'elle se sentirait réellement aimée? Il lui fait remarquer qu'une femme qui aime vraiment son homme ne le laisserait pas tout gérer seule et qu'elle doit elle aussi être active, productive et apporter une valeur. La fille tente de justifier son comportement, parlant d'investissement, d'être mise à l'aise financièrement et matériellement, mais le garçon la recadre. Il n'est pas ce type de gars qui verse dans une relation sans que l'autre donne en retour, il ne peut pas changer d'avis simplement à cause de son apparence ou de sa séduction. Il souligne que même si elle est jolie, ses mensonges et son attitude matérialiste l'ont discréditée. Il lui explique qu'il y a beaucoup de filles capables de faire ce qu'elle tente de faire, mais cela ne suffit pas pour un homme de valeur. La conversation devient une leçon directe sur l'authenticité et la responsabilité. Il lui rappelle qu'elle n'est pas sa copine, que ses efforts pour séduire ou manipuler ne fonctionneront pas, que ce qu'elle considère comme petit truc ou avantage facile n'impressionne pas quelqu'un qui a un vrai niveau de vie et qui se respecte. Quand elle tente de défendre son attitude en affirmant qu'elle n'est pas une profiteuse, il la confronte à la réalité. Rester assise dans sa voiture, montrer son corps, ou prétendre innocemment, ça ne change rien, ça reste un comportement de triche, même si elle ne touche à rien. Il conclut fermement, en laissant la fille repartir. Elle pensait pouvoir manipuler ou séduire, mais elle est tombée sur quelqu'un qui voit clair dans ses intentions, qui sait que pour obtenir un vrai respect et un vrai investissement, il faut plus que des charmes ou des mensonges, il faut de la valeur, de la loyauté et de la responsabilité. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour plus. Waouh, regardez-moi ça les gars. Elle est magnifique. La scène commence comme une rencontre banale dans la rue. La caméra suit Tico qui repère une jeune femme élégante, Sammy. Il la complimente immédiatement, I know you all see that. Elle est magnifique, regardez ses jambes. Puis, il l'aborde avec un sourire confiant. Sammy, d'abord distraite, explique qu'elle est pressée car elle allait au gymnase, mais Tico insiste pour échanger quelques mots. Peu à peu, elle se détend, révèle qu'elle vient de Jacksonville et que son prénom est Sammy. Les deux discutent brièvement de nourriture. Elle dit vouloir manger du sushi, ce que Tico n'apprécie pas vraiment.
Malgré cela, il insiste pour la retenir sur le trottoir, prétextant qu'il ne veut pas qu'elle se fasse renverser par une voiture. Mais rapidement, Tico remarque une contradiction dans son comportement. Au départ, Sammy semblait désintéressée, prétextant être au téléphone, souffrir d'anxiété. Puis, soudain, quand elle réalise que la belle voiture lui appartient, son attitude change. Elle devient plus souriante, plus ouverte, et explique maintenant que Tico est son type. Lui, méfiant, l'interroge. « Alors, tu me parles parce que tu aimes ma voiture ? Parce qu'avant, tu m'as vu, tu m'as regardé, et tu as continué ton chemin. » Elle se défend maladroitement, invoquant encore son anxiété, mais Tico n'est pas dupe. La tension monte subtilement. Il veut comprendre si c'est lui qui l'intéresse vraiment, ou son mode de vie affiché par la voiture. Malgré ses hésitations, Sammy finit par lancer d'un ton séducteur « Tu me laisses monter dans ta voiture ?» Une phrase qui confirme exactement ce que Tico soupçonnait depuis le début. La caméra continue de tourner et la scène devient de plus en plus révélatrice. Sammy, qui au départ semblait pressée et désintéressée, montre maintenant son vrai visage. Elle cherche un moyen de s'installer dans la voiture. Elle insiste, feignant l'innocence. « Comment je fais pour entrer dans ta voiture ? On peut continuer à discuter dedans, il fait chaud. » Tico garde son calme, mais reste ferme. « Pas tout le monde peut monter dans ma voiture, tu vois. » Il fait tourner le moteur pour impressionner, mais refuse qu'elle touche quoi que ce soit. « Mais pas tes empreintes, je viens de la faire laver. » Sammy, intrigué, commence à poser des questions directes. « Mais tu fais quoi dans la vie ? T'as de l'argent ? T'es entrepreneur ? » Elle le flatte, l'appelle « Big Money », cherche à savoir si c'est un businessman. Tico lui répond qu'il travaille dur, qu'il est discipliné, et qu'il utilise Internet pour exposer les gens. Elle fait mine d'être intéressée, mais il sent bien que ses compliments ne sont pas sincères. Alors il la confronte subtilement. « Quand je t'ai abordé la première fois, t'étais pas vraiment intéressé, ça sonnait pas authentique. » Sammy, gêné, essaie de se rattraper. « Comment je peux me racheter ?» Mais Tico coupe court. « Le passé, c'est le passé. Tu peux pas changer ça. » La jeune femme tente alors une approche physique, glissant sa main vers la sienne. « Tu peux changer ce qui se passe maintenant. Prends ma main. » Mais Tico retire la sienne et marque une distance claire. « T'es une étrangère. J'ai besoin de mon espace. » Si les rôles étaient inversés, ça poserait problème, non ? Elle réplique en minimisant. « Oui, mais je suis une femme et toi un homme. » Tico lui répond froidement. « Égalité. » La tension grimpe et il ajoute sèchement. « Tu sais quoi ? Je peux juste partir. On perd du temps, là. On parle de rien. » Sammy reste figé, déstabilisé, alors que l'audience voit de plus en plus clair dans son jeu. La tension monte encore d'un cran. Somaya, toujours plantée au bord de la voiture, joue l'impatiente. « Tu me laisses debout, je vais fondre sous ce soleil. » Elle insiste lourdement. « Je veux juste m'asseoir, profiter de la clim, mettre mes fesses sur ces sièges. » Tico, imperturbable, sourit mais la recadre. « Tu trouves juste des excuses pour monter dedans. » Salut les gars. Regardez-moi ça. L'homme aperçoit une fille au style court, aux courbes marquées, et tente d'attirer son attention. Mais la réaction est immédiate et glaciale, elle lui met la main au visage pour l'ignorer. Il s'arrête net, choqué par ce geste. Pour lui, ce niveau de mépris est beaucoup trop irrespectueux. Il insiste, tente de comprendre pourquoi elle agit ainsi, mais elle reste distante et hautaine. Finalement, il la laisse partir, lâchant que ce comportement est de la pure insolence. Peu après, contre toute attente, elle revient vers lui. L'homme, intrigué, observe si elle garde la même énergie que plus tôt. Mais son attitude change du tout au tout, elle se montre plus douce, souriante, et commence à discuter avec lui, comme si de rien n'était. Lui, méfiant, rappelle le geste qu'elle a eu auparavant et le manque de respect dont elle a fait preuve. Il lui reproche aussi de poser ses mains sales sur sa voiture, froissant sa carrosserie immaculée. Malgré ses remontrances, elle insiste, joue la carte de la séduction, et se met à l'appeler « Daddy », essayant de renverser la situation. Elle cherche à montrer son intérêt en flirtant ouvertement, en parlant de ce qu'elle désire et en insistant sur ce qu'il pourrait lui offrir. Lui, pragmatique et un brin moqueur, teste ses intentions. Il veut savoir ce qu'elle cherche réellement, si ce n'est pas simplement profiter de ses biens matériels. Elle se dévoile un peu plus, confiant être originaire de la République dominicaine, installée à Houston depuis 7 ans. À l'évocation de son mode de vie, elle laisse transparaître ses ambitions. Elle rêve d'un grand manoir, d'une maison de luxe,
et voit en lui une opportunité de sortir des tranchées, d'échapper à une vie modeste. Face à cela, il se braque. Il refuse l'idée de porter sur ses épaules la responsabilité d'améliorer la vie d'une inconnue, surtout après le manque de respect initial. Pour lui, elle n'a aucune légitimité à réclamer quoi que ce soit. Ils viennent à peine de se rencontrer, et déjà, elle montre un intérêt centré sur l'argent et le confort. Il lui rappelle son geste du début, cette main dans son visage, comme un symbole de son vrai caractère. Elle tente de se rattraper en multipliant les appels à l'intimité, mais lui garde ses distances, voyant clair dans son jeu. C'est comme ça que tu attires les gars, en montrant ton corps? Elle sourit et répond. Eh bien, j'ai capté ton attention, non? Mais lui réplique directement. Écoute, je n'aime pas perdre mon temps, donc dis-moi clairement, qu'est-ce que tu veux? Elle murmure alors, tout ce que tu veux, Daddy, ma bouche peut faire des choses que tu n'imagines même pas. Surpris, il la fait descendre de la voiture en disant, c'est triste quand même, tu crois vraiment qu'avec ça tu peux me gagner? Puis il regarde la caméra et ajoute, je sais que certains d'entre vous diraient, vas-y, profite, mais elle est clairement une gold digger. Il se tourne de nouveau vers elle, c'est quoi ton nom? Melissa. D'accord, Melissa, tu es jolie, j'apprécie ça. Mais quels sont tes plans pour aujourd'hui? Elle répond aussitôt, peu importe, ce qu'on fera dépend de toi. Donc tu fais ça avec tous les mecs que tu rencontres? Elle réplique, tu te trompes sur moi, je vais à l'église, je ne suis pas ce genre de fille. Il secoue la tête, difficile à croire vu ton comportement, je viens juste de te rencontrer. Elle insiste, alors parle-moi à l'intérieur, pas dehors, comme ça tu verras qui je suis vraiment. Il la prévient, je ne veux pas que tu me fasses perdre mon temps. Elle souffle, d'accord, Daddy, mais tu me rends déjà toute chaude. Lui, amusé, attends, donc c'est mon moteur qui t'excite? Elle rit nerveusement, désolé, je viens de République dominicaine, j'apprends encore. Il rappelle, mais tu vis ici depuis 7 ans pourtant. Elle tente maladroitement de se rattraper, mais il remarque qu'elle est surtout impressionnée par la Lamborghini. C'est ta première fois dans une Lambo, hein? Tu aimes ça? J'adore, c'est incroyable, répond-elle, en regardant autour d'elle comme si elle découvrait un monde nouveau. Puis elle demande, alors, tu m'emmènes dans ton manoir ou ton pentouse? Il la fixe froidement, ça dépend, peut-être, si tu en vaux la peine. Je suis célibataire et prête à rencontrer quelqu'un comme toi. Ouais? Alors, tu fais quoi dans la vie? Je vais à l'école, je danse de temps en temps, mais ce n'est pas stable, je cherche juste un vrai homme pour me sortir des tranchées. Il éclate de rire, pourquoi un homme devrait-il te sortir de là? Tu dois travailler plus dur et t'en sortir par toi-même, pas dépendre d'un mec. Bébé, je ne sais pas, mais il doit tout payer pour moi. Mes factures, ma nourriture, mes cheveux, mes ongles, absolument tout. L'homme la regarde, surpris, et réplique calmement, « Et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Pourquoi tu penses qu'il devrait assumer tout ça ?» Elle se redresse, presque vexée, « Parce que je suis la princesse, la reine, bébé. Je suis prête pour ça. » Il insiste, la voix plus ferme, « Mais qu'est-ce qui fait de toi une reine? Qu'est-ce que tu lui apportes réellement ?» Elle répond du tac au tac, « Moi, mon corps. » Un léger sourire ironique traverse le visage de l'homme, « Ton corps? Ça ne suffit pas. Ce que ton corps peut faire, n'importe quel autre peut l'apporter. » Elle insiste, séduisante, « Mais regarde, ce corps fait des choses à ton corps que tu n'imagines même pas. » Il secoue la tête, beaucoup de filles disent la même chose. Ça, c'est rien. Je veux plus que ça. Ce qui retient mon attention, c'est une femme de qualité, avec des objectifs, une vraie valeur ajoutée. Elle souffle, agacée, ce n'est pas ce que je cherche, bébé. Il lui rappelle, c'est toi qui es revenu vers moi pourtant. Elle sourit, charmeuse, c'est que t'étais beau dès que je t'ai vu. J'ai juste réagi trop vite. Il la fixe, sérieux. Alors pourquoi tu reviens? Parce que moi, je ne vais pas te prendre en charge. Je viens juste de te rencontrer. Elle se penche, un sourire malicieux aux lèvres, bébé, je suis prête à tout ce que tu veux. Il hausse un sourcil, prête à quoi, exactement? Elle murmure, moins de paroles, plus d'action. L'homme reste méfiant. Tu veux que je perde mon temps? Elle rit doucement, ton temps, mon temps, disons qu'on peut l'occuper autrement. Il finit par se rapprocher. Et si je touche? Elle répond du tac au tac, vas-y, mais qu'est-ce que tu comptes en faire? Elle joue avec lui, teste ses limites, le provoque. La tension monte, les sous-entendus deviennent explicites, les gestes frôlent l'interdit. Elle le défie, tu veux voir ce qu'il y a en dessous? Il acquiesce, montre-moi. L'ambiance chauffe, les regards se croisent, les rires nerveux se mêlent à la tentation. Puis, coupant net l'atmosphère, une transition s'impose.
Si vous voulez voir la version non censurée, suivez-moi sur Patreon, le lien est dans la description et dans les commentaires. La scène reprend aussitôt, plus intense, plus directe. Les vêtements tombent lentement, les provocations deviennent des promesses, et elle souffle, on va à l'hôtel ou chez toi? Lui, méfiant, je ne te fais pas encore assez confiance pour chez moi. Elle propose, alors je prends la chambre à mon nom, et toi tu paies. Il hésite un instant, puis sourit, d'accord. Allons-y. Mais prépare-toi, parce que je ne plaisante pas. Abonne-toi et like. Waouh, regardez-moi ça les gars. Le gars s'approche d'une fille et essaie de lui parler, mais elle le rejette froidement en lui disant qu'elle a un copain. Il respecte ça et la laisse tranquille. Mais quelques minutes plus tard, dès qu'elle le voit à côté de sa belle voiture, elle change d'attitude et revient d'elle-même en cherchant à engager la conversation. Elle commence à le complimenter, disant qu'il est beau et que sa voiture est encore plus belle, alors qu'un instant plus tôt, elle l'avait ignoré. Intrigué et un peu agacé, il lui fait remarquer son hypocrisie. Pourquoi elle n'était pas intéressée quand il était seul à pied, mais soudain le trouve attirant dès qu'il est à côté de son bolide? Elle essaie de se justifier, prétendant qu'elle était pressée, qu'elle avait quelque chose à faire, puis finit par avouer qu'en réalité elle n'avait pas de copain, que c'était juste une excuse qu'elle sort à tous les mecs pour se débarrasser d'eux. Là, il comprend qu'elle est clairement intéressée non pas par lui, mais par son argent et son apparence. Elle tente encore de se rattraper en proposant de repartir à zéro et même de discuter directement dans la voiture, mais lui reste méfiant et lui fait comprendre que son petit jeu est grillé. Le gars continue à discuter avec la fille qui, soudainement intéressée par sa voiture, cherche à se rapprocher. Il lui demande si elle connaît au moins son prénom, histoire de souligner qu'elle était prête à monter dans la voiture d'un parfait inconnu sans rien savoir de lui. Elle tente de se justifier en disant qu'ils auraient fait connaissance à l'intérieur, mais il lui fait remarquer que ça n'a aucun sens. Pour lui, tout ça ressemble surtout à une tentative d'utilisation. Alors, il la met au défi. Qu'est-ce qu'elle ferait pour lui s'il la laissait entrer? Elle répond qu'il faut juste voir où le feeling les mène, que dans la voiture ils pourraient discuter et apprendre à se connaître. Intrigué, il l'interroge sur ce qu'elle fait dans la vie, et elle affirme être modèle et créatrice de contenu, précisant qu'elle n'est pas sur OnlyFans mais qu'elle fait des vidéos TikTok et YouTube. Lui, toujours sceptique, lui reproche son attitude hautaine du début, expliquant qu'on ne sait jamais qui on croise et qu'il aurait mérité au moins un peu de respect. Elle rétorque que ce n'était pas de l'irrespect, mais plutôt une preuve de loyauté envers elle-même, puisqu'elle dit refuser d'être trop ouverte avec les hommes dans la rue. Mais pour lui, c'est contradictoire. Une fille vraiment loyale ne prétend pas avoir un copain imaginaire, et encore moins ne change d'avis quand elle voit une voiture de luxe. Il insiste en soulignant que, si un autre homme venait avec une voiture plus prestigieuse que la sienne, comme une Bentley, elle finirait sûrement par le suivre. Elle nie, mais finit par sourire, trahissant ses intentions. Lui comprend que, malgré ses dénégations, elle est avant tout attirée par ce qu'il possède, et il conclut qu'il ne peut pas fréquenter une fille comme ça, intéressée avant tout par la voiture et non par lui. Le gars poursuit la discussion en la mettant face à ses contradictions. Il lui rappelle que ce qu'il apporte, c'est avant tout une voiture, une McLaren, et demande si, pour elle, ça fait de lui juste un chauffeur. Elle répond que ce n'est pas ça, mais qu'avoir une voiture reste un gros plus. Alors il la provoque, et si ce n'était pas sa voiture? Et si, à la place, il n'avait qu'un simple scooter? Là, elle hésite, perd ses mots et finit par admettre qu'un scooter pourrait peut-être convenir, mais seulement temporairement, le temps de trouver mieux. Cette réponse le déçoit, il sent bien qu'elle est surtout intéressée par le confort matériel. Pour changer de sujet, il lui demande son origine et elle répond simplement qu'elle est noire. Il insiste, pas pour critiquer, mais pour montrer qu'il cherche vraiment à en savoir un peu plus sur elle. Puis, il revient à l'essentiel, qu'est-ce qu'elle veut vraiment avec lui? Où est-ce que tout ça mène? Elle, de son côté, se contente de lui retourner la question, sans apporter de vraies réponses. Alors il la prévient clairement. Il ne sera jamais du genre à dépenser son argent pour impressionner une fille, il n'est pas un trick qui va payer pour son attention. Et avant d'aller plus loin, il la met au défi de lui expliquer ce qu'elle, de son côté, peut vraiment lui apporter. La fille explique qu'elle fait juste de l'argent, qu'elle investit, mais lui coupe court. Elle n'est pas sa copine, il ne va pas investir sur elle. Il lui dit clairement qu'il voulait apprendre à la connaître, peut-être, mais qu'elle n'est pas la bonne personne, qu'elle ne correspond pas à ce qu'il cherche. Elle insiste malgré tout, prétextant être revenue pour lui parler. Il la regarde, surpris, et souligne qu'elle avait changé d'attitude dès qu'il avait allumé la voiture, comme si elle n'avait plus envie de discuter pour de vrai. Il la teste encore, « Tu veux vraiment parler? Et de quoi, au juste ?» Elle peine à répondre, alors il lui demande où elle allait avant qu'il ne l'aborde.
Elle lâche qu'elle partait chez une amie, juste pour traîner un peu, et il enchaîne « Et moi, je peux venir ?» Elle recule, expliquant qu'il n'a pas besoin, qu'il peut juste la déposer, traîner un peu, puis l'emmener manger quelque part. Lui, il pousse la provocation plus loin « Tu paies ?» Elle rit, comme gênée, et lui répond que non, que c'est plutôt lui qui devrait payer. Pour détourner, il lui montre la puissance de sa voiture, fait rugir le moteur et lui demande si elle aime ce son. Elle avoue que oui, mais ajoute que ce serait encore mieux si elle était assise dedans. Il en profite pour glisser une nouvelle question. Est-ce qu'elle a déjà mis les pieds dans une voiture comme celle-là? Elle secoue la tête. Non, jamais. Alors il sourit. Ce serait une première avec lui, si jamais il acceptait de la laisser monter. Le jeune homme soupire et avoue que c'était sympa de discuter, mais il ne peut pas faire semblant. Pour lui, tout dans l'attitude de la fille crie « Gold digger ». Elle se défend, refuse l'étiquette, proteste que ce n'est pas son cas, mais il insiste, lui demande même de tourner sur elle-même comme pour la tester. Il rit nerveusement, secoue la tête et avoue devant la caméra que cette situation le dépasse. Puis, il relève la vitre, prétextant que la voiture lui envoie des signaux d'alerte, comme un signe qu'il doit s'arrêter là. Elle insiste encore, demande pourquoi elle ne peut pas monter, mais lui reste ferme, « Non, tu ferais mieux de continuer ton chemin ». Elle reste plantée devant la portière, têtue, alors qu'il répète qu'il n'ira pas plus loin avec elle. Finalement, excédé, il la chasse d'un geste, lui dit de marcher et de disparaître. Elle tente une dernière fois, « Alors, tu ne veux vraiment pas que je monte ?» Mais lui claque la fin de non-recevoir. La caméra continue de tourner, elle reste là quelques secondes de trop, et lui conclut face à l'objectif que c'est exactement ce type de comportement qu'il refuse. Puis il démarre, laissant l'image se fondre dans un clip musical où les paroles se mêlent au rugissement de la voiture, affirmant son indépendance et sa méfiance vis-à-vis de celle qui ne s'intéresse qu'à son argent et son statut. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et l'équerre pour plus de contenu. Merci. Waouh, regardez-moi ça les gars. Elle est magnifique. Un jeune homme aperçoit une fille qui attire immédiatement son attention. Petite, jolie, blonde, avec une allure qui le fait sourire. Il hésite un instant, puis s'approche et l'interpelle poliment. Il la complimente sur son style, engage la conversation et apprend qu'elle s'appelle Nia. Elle explique qu'elle allait simplement chercher à manger, peut-être au chic-fila intrigué et amusé, il se présente sous le nom de Dior et lui propose de l'accompagner. Elle accepte sans grande hésitation. Arrivé devant sa voiture de luxe, il ouvre la portière et l'invite à s'installer. Elle est impressionnée par l'intérieur, reconnaissant que c'est la première fois qu'elle monte dans une telle voiture. Lui, face caméra, confie son intention. Tester la sincérité de cette fille, voir si elle va se montrer intéressée uniquement par l'argent ou si elle est différente des autres. Il engage alors la discussion en plaisantant, demandant si elle est une « scammeuse » à cause de son style et de la situation. Elle rit, rétorque que non, et il poursuit en désignant distraitement des liasses de billets qui traînent dans la voiture. « Ça, pour moi, c'est rien, juste de la monnaie de poche », dit-il avec assurance, comme pour jauger sa réaction. Alors qu'ils roulent ensemble, Dior poursuit la conversation et demande à Nia d'où elle vient. Elle explique qu'elle est du coin, tandis que lui révèle venir de Houston, une ville où, dit-il, tout est plus grand. Elle sourit, intriguée, et ils échangent sur les différences entre leurs villes, la chaleur, les plages, et le fait qu'il est impossible de rester enfermé avec l'été qui approche. Il la taquine sur sa tenue, remarque ses tatouages, et elle lui montre même un dessin dans son dos qui le surprend agréablement. Pendant leur discussion, Dior reçoit un appel, un ami à lui, visiblement sur un yacht avec Floyd Mayweather. La conversation capte tout de suite l'attention de Nia, fascinée par ce monde luxueux dont elle entend parler. Dior mentionne qu'après le yacht, il pourrait s'envoler vers Aruba sur un jet privé, et en profite pour glisser qu'elle pourrait l'accompagner. Nia, visiblement tentée, ne cache pas son enthousiasme et dit qu'elle est partante. Il joue alors le rôle du séducteur sûr de lui, parlant déjà de voitures de luxe et expliquant qu'il compte acheter la nouvelle Bugatti qui vient de sortir. Toute cette démonstration de richesse l'impressionne, et elle se laisse de plus en plus embarquer dans cette atmosphère de luxe et de promesses. Dior, de son côté, reste attentif à ses réactions, cherchant à voir si elle est réellement intéressée par lui, ou surtout par tout ce qu'il possède. Alors qu'ils sont encore dans la voiture, Dior fait semblant d'avoir oublié son portefeuille à l'appartement. Il explique à Nia qu'il doit absolument aller le chercher, car il ne peut pas conduire sans permis, et lui demande de rester là, de ne rien toucher. Elle sourit, joue la fille sage et promet qu'elle ne bougera pas. Il descend donc, laissant exprès son argent en évidence, pour voir si elle va résister à la tentation. Dès qu'il a disparu, Nia change complètement de visage. Elle regarde autour d'elle, choquée par la quantité de billets posés là, et sort son téléphone pour appeler une amie. Tout excitée, elle lui raconte qu'elle vient de rencontrer un type plein d'osa, qu'il roule dans une voiture de luxe et qu'il a de l'argent étalé partout. Elle hésite un peu, affirmant qu'elle n'est pas ce genre de fille, mais finit par demander si elle doit le prendre.
Son ami, sans réfléchir, l'encourage, prends tout. Nia rit nerveusement et répond qu'elle ne va pas exagérer, qu'elle prendra seulement quelques billets pour ne pas que ça se voie. Finalement, elle attrape une liasse, la cache rapidement, puis remet le reste de l'argent en place pour ne pas éveiller les soupçons. Avant de raccrocher, elle se filme même, convaincue d'avoir fait une bonne affaire et répétant qu'elle et sa copine sont up pour 2025. À ce moment précis, on comprend que le test fonctionne. Nia n'a pas tenu plus de 5 minutes avant de trahir sa promesse, confirmant les soupçons de Dior. Nia reste seule dans la voiture, ses mains tremblant encore alors qu'elle joue nerveusement avec les liasses de billets. Elle continue de se convaincre à voix haute, répétant qu'il ne s'en rendra jamais compte, qu'après tout il a dit lui-même que ce n'était que de la monnaie de poche et qu'un bad girl comme elle mérite ce genre de chance. Mais derrière cette assurance forcée, on sent qu'elle panique un peu. Elle remet les billets en désordre pour brouiller les pistes, prend des selfies et des vidéos pour les envoyer à ses copines et rigole nerveusement en affirmant que Dior doit forcément être un escroc qui se refera de toute façon. Au téléphone, elle demande même si elle doit continuer à prendre plus d'argent ou s'arrêter là. Ses amis la poussent à se servir, mais elle hésite encore, jetant des regards inquiets vers la porte d'entrée comme si Dior pouvait revenir à tout moment. Elle s'agite, partage ses doutes, dit qu'elle devrait peut-être tout remettre, puis change d'avis en jurant qu'elle mérite cette opportunité, qu'il a testée, qu'elle n'a pas à culpabiliser. Finalement, elle se calme, souffle un grand coup et tente de reprendre une attitude normale, comme si de rien n'était, espérant que son petit manège passera inaperçu quand Dior reviendra. Nia, prise de panique, essaie de camoufler son geste en inventant une excuse bidon. Elle prétend qu'elle a une urgence et tente de quitter la voiture à la va-vite, répétant qu'elle sera de retour, mais son attitude trahit son malaise. Dior, qui l'observe attentivement, reste calme mais incisif. Il lui rappelle qu'ils allaient manger, puis filer directement en jet privé pour Aruba, et s'étonne de la voir soudainement pressée de partir. Il insiste, lui propose même de simplement échanger leurs contacts, mais elle bafouille, cherche à gagner du temps, et finit par donner un numéro à contre-cœur. Le contraste est flagrant. Lui joue le rôle de l'homme posé, sûr de lui, tandis qu'elle multiplie les excuses maladroites, incapable de justifier pourquoi elle veut fuir alors que tout semblait parfait il y a quelques minutes. Plus elle s'agite, plus Dior comprend qu'elle cache quelque chose, et son regard change. Il ne sourit plus, il observe, calculateur, attendant le bon moment pour la confronter sur ce qu'elle a réellement fait dans sa voiture. Dior sent immédiatement son intuition. Elle bougeait bizarrement, quelque chose clochait. « Je pense qu'elle a pris un peu de cash », murmure-t-il à lui-même avant de la confronter. Il l'appelle, ferme l'espace autour de la voiture et l'oblige à rester près de lui. « Où tu allais ?» demande-t-il, le ton sec. « Pour prendre mes affaires, c'est tout urgence », balbutie-t-elle, tentant de détourner le regard. « Tu n'as touché à rien ici ?» insiste-t-il. « Non, je suis positive. »« Pourquoi je toucherais à ton argent ?» répond-elle, sur la défensive. Dior sent qu'elle ment, son instinct le crie. Il hausse le ton, « Tu touches mon argent, bro. Où est mon argent ?» Nia commence à bafouiller, à chercher une excuse, mais Dior ne lâche rien. Il lui ordonne de montrer son sac, de vérifier ses mains. Elle recule, hésitante, mais la pression monte. « Compte encore, tu as 5 secondes, répète-t-il, méthodique, chaque mot pesant, jusqu'à ce qu'elle sente que le mensonge ne tiendra pas plus longtemps. L'atmosphère devient électrique. Elle est prise au piège entre son désir de s'échapper et la détermination de Dior à récupérer ce qui lui appartient. Son corps trahit son hésitation, son regard s'égare, et chaque mouvement qu'elle fait augmente son stress. Dior sait maintenant qu'il a découvert la vérité et que le moment de confrontation est imminent. Dior perd patience. Chaque mot qu'il prononce est chargé de frustration et de colère. « Tu n'as pas besoin de voir l'intérieur », crie-t-il, pressé. « Allez, dépêche-toi, compte ton argent encore une fois. Compte-le. Sinon je vais trouver quelqu'un pour te... »« Pour me quoi ?» réplique Nia, hésitante. « Je vais te faire battre, espèce de... » Il s'interrompt, son regard furieux fixant chaque mouvement. « Tu veux jouer ? Alors compte ton argent, comme je t'ai dit. » Elle recule, mais il continue, dominant la situation. « Ne touche pas à mes affaires. J'ai mon propre argent. » La tension monte, je m'en fiche de comment je pars. Je sors quand je veux. Il pointe vers la sortie, fermant presque la voiture. « Tu sors maintenant, ou je te fais marcher jusqu'à loin. » Chaque geste de Nia est scruté, chaque regard est une accusation. Dior insiste, « Laisse-moi voir ton sac. »« Pourquoi ?» répond-elle, défensive. « Tu joues avec moi. Laisse-moi voir ton sac. Tu regardes avec tes yeux, pas tes mains. » Sa voix est ferme, menaçante. « Sors d'ici. Je m'en fiche. Sors. » Nia est déstabilisée, tandis que Dior perd toute retenue. « Tu marches, idiote. Qu'est-ce qui te prend ?» Il découvre alors la vérité. « Tu ne sais même pas que c'est de l'argent factice, imbécile. C'est de l'argent de jeu.
La scène se termine sur Dior exaspéré, secoué par la trahison et la tentative de vol, s'adressant au spectateur. Vous voyez comment ça se passe? Elle allait me mentir, essayez de me voler. Abonnez-vous et cliquez juste ici pour regarder cette vidéo. Coucou les gars. Un jeune homme remarque une femme alors qu'il se promène dehors. Attiré par son allure, il décide de l'aborder. « Salut, comment ça va? Tu as l'air incroyable. » Elle le coupe immédiatement, affirmant qu'elle a déjà un copain. Il s'excuse poliment. « Ah, désolé d'entendre ça. » Malgré sa réponse, il continue d'engager la conversation, essayant de comprendre pourquoi elle est là et d'où elle vient. Elle insiste sur le fait que son copain ne joue pas et qu'elle est fidèle, tout en précisant qu'elle n'est pas constamment avec lui et qu'elle peut marcher dehors sans problème. Il tente alors de comprendre ses limites et respecte sa distance. « D'accord, passe une bonne journée. » L'homme, amusé et intrigué, commente à voix basse. Il est surpris qu'elle soit sortie ainsi, seule et attirante, et qu'elle soit déjà en couple. Il réfléchit à la situation, se demandant comment gérer ce type de rencontre inattendue. Tout en continuant la conversation, il essaie de rester respectueux, tout en partageant son impression que la femme dégage une forte énergie et une indépendance certaine. Il finit par complimenter sa voiture et tente de briser un peu la glace. Mais elle reste sur ses gardes, rappelant qu'elle a un copain et qu'elle ne souhaite pas interférer dans sa relation. La discussion illustre le mélange de curiosité, de respect et de tension légère qui peut naître dans ce genre de rencontre fortuite, où chacun teste les limites de l'autre sans véritablement s'engager. La jeune femme, consciente de sa fidélité, s'approche et complimente la voiture de l'homme. Elle l'adore, d'un ton espiègle, demande si elle peut la conduire. L'homme, surpris, la reprend immédiatement. Il ne la connaît même pas et elle vient à peine de l'arrêter au milieu de la rue. Elle tente de justifier son geste. Elle est nouvelle dans le coin et voir la voiture était une manière de le connaître un peu, sans intention de le mettre mal à l'aise. L'homme insiste, lui rappelant qu'elle a un compagnon et qu'il veut s'assurer qu'elle respecte cette relation. Elle affirme avec sérieux qu'elle respecte son homme et qu'elle reste fidèle, même si celui-ci n'est pas présent. Il tente de lui expliquer qu'il ne veut pas interférer dans une relation heureuse et qu'il ne joue pas à des jeux. Il souhaite simplement établir un contact honnête, sans attendre ni perdre son temps. Malgré cela, elle insiste pour être au volant de sa voiture, ce qui crée une tension amusante mais palpable entre eux. L'homme refuse catégoriquement, expliquant que ce serait trop imprudent, mais elle tente de le convaincre, trouvant que ce serait un bon moyen de mieux se connaître. Entre eux, une dynamique de défi et de curiosité se met en place. Elle est intrépide et déterminée, lui est prudente et attentif. Ils descendent de la voiture pour continuer à parler, loin de la circulation, et échangent sur leur plan de la journée. Elle doit retrouver une amie, mais ignore encore où exactement. L'homme remarque sa main et la complimente pour son apparence homegrown, ce qui le touche puisqu'il est lui-même originaire de Louisiane. Puis, la conversation dérive sur la cuisine. Il lui demande si elle aime cuisiner, et elle admet qu'elle préfère manger à l'extérieur, sans intention d'apprendre à préparer des plats pour le moment. La jeune femme, espiègle et directe, continue de défendre sa position. Pourquoi cuisiner quand un homme peut le faire pour elle? L'homme, intrigué et légèrement amusé, lui demande si elle refuse de préparer des plats pour son partenaire. Elle répond simplement qu'elle préfère qu'il s'en occupe. La tension entre légèreté et sérieux s'installe. L'homme lui propose de s'écarter un peu de la circulation pour parler plus calmement, mais lui fait comprendre qu'il ne veut pas perdre de temps. Elle assure qu'elle ne gaspille pas le sien. Ils échangent sur leur profession. Elle lui explique qu'elle est active dans l'immobilier et la crypto, qu'elle a les mains dans plusieurs projets. Lui, en revanche, précise qu'il n'a pas besoin de travailler réellement, suggérant que son partenaire actuel pourvoit à ses besoins. La discussion devient alors plus personnelle, il lui demande ce qu'elle apporte à la relation. Elle admet qu'elle ne contribue pas vraiment, ce qui ne semble pas déranger son partenaire. Il parle de la durée de sa relation, cela fait 1 an. L'homme s'étonne qu'elle soit à l'aise avec ce rôle passif, mais elle confirme que c'est acceptable pour eux. La conversation revient sur le lien naissant entre eux. Elle justifie son intérêt pour lui par sa voiture, mais aussi par son impression qu'il est une bonne personne et qu'il pourrait lui correspondre. L'homme, prudent, lui rappelle qu'il ne la connaît que depuis quelques minutes et qu'elle est en couple, il ne peut rien fournir pour elle, et cette rencontre ne dépasse pour l'instant qu'un simple échange. La jeune femme insiste, soulignant qu'elle est séduisante et semble attendre une reconnaissance de sa beauté et de son assurance. Leur dialogue oscille donc entre jeux de séduction, curiosité et confrontation sur les valeurs et les attentes. Elle teste ses limites, lui maintient ses principes. L'attraction est palpable, mais chaque mot révèle un décalage entre leur perception de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. La discussion s'intensifie. L'homme, toujours méfiant, lui reproche son manque de transparence et son comportement ambigu. Elle a un copain, et pourtant elle se trouve dans une autre voiture avec lui.
Pour lui, cela envoie un mauvais signal. Il lui demande pourquoi il devrait la prendre au sérieux alors qu'elle est déjà engagée ailleurs. La jeune femme tente de justifier sa présence et son intérêt, affirmant qu'il s'agit simplement de son choix et qu'elle se trouve là où elle veut être. L'homme insiste, il ne peut pas lui faire confiance tant que sa loyauté n'est pas claire. Selon lui, être dans une autre voiture, discuter avec un autre homme, montre que ce qu'elle dit et ce qu'elle fait ne correspondent pas. Il utilise l'image de la pêche. Elle est en train de pêcher, de tester les hommes autour d'elle, et cela ne fait qu'ajouter à son scepticisme. Elle réplique qu'il exagère et qu'elle ne cherche pas à tromper, mais il souligne que ses actions envoient exactement le message contraire. Pour lui, ce n'est pas seulement une question de mots, mais d'actes. Si elle était véritablement loyale, elle ne serait pas en train de se mettre dans cette situation. Elle tente de défendre sa position, mais il lui rappelle fermement qu'il ne peut pas ignorer le fait qu'elle est déjà engagée et que ses gestes doivent correspondre à ses paroles. La tension monte, il veut de la clarté, de la loyauté, de l'honnêteté. Elle, de son côté, continue de jongler entre franchise et curiosité, mais chaque mot qu'elle prononce semble nourrir le doute de l'homme. La conversation est un mélange de séduction, de défi et de confrontation morale, où chacun teste les limites de l'autre, tout en explorant la dynamique complexe entre désir et confiance. La conversation prend un tournant encore plus direct. La fille explique qu'elle fait ce qu'elle veut et qu'il le sait, révélant qu'elle est dans une relation ouverte. L'homme réagit immédiatement, la confrontant sur son honnêteté. Il a du mal à croire ses paroles et la trouve en train de mentir, pour rien. Il l'accuse de pécher, d'attirer des hommes tout en prétendant autre chose. Elle admet indirectement qu'elle est intéressée principalement par le physique et le plaisir immédiat. L'homme la questionne sur sa valeur et ce qu'elle apporte réellement, mais elle ne mentionne ni sentiment, ni engagement, ni ambition. Pour elle, il n'y a pas d'amitié ou de véritable relation à long terme possible. La dynamique devient très claire, elle ne voit qu'une rencontre éphémère, essentiellement centrée sur l'intimité. L'homme, pragmatique et réaliste, demande ce qu'elle veut vraiment de lui. Elle répond sans détour, elle veut la voiture. L'homme tente de rationaliser, il ne va pas lui donner la voiture gratuitement et suggère qu'elle pourrait la posséder si elle travaillait et économisait. Mais elle insiste, utilisant sa présence et sa séduction pour obtenir ce qu'elle désire sur le moment. La tension est palpable, mêlant confrontation morale, désir et manipulation subtile. Chaque ligne montre le clash de valeurs. Lui cherche loyauté, respect et clarté, tandis qu'elle explore ses intérêts personnels, sans retenue. La discussion reflète un face-à-face où l'attirance, le pouvoir et la méfiance se heurtent directement, laissant peu de place à la diplomatie. L'homme commence par mettre en garde la fille, fait attention, lui demandant de se contrôler et de ne pas dépasser les limites. Il lui rappelle qu'il ne la connaît pas vraiment, mais admet qu'il commence à se découvrir à travers cet échange. Malgré les avertissements, elle continue de tester ses réactions et son autorité, insistant pour obtenir ce qu'elle veut, notamment conduire sa voiture et explorer ses limites. La conversation devient de plus en plus tactile et suggestive. Elle se déplace, fait des gestes et des mouvements pour attirer son attention, et il la met au défi, lui demandant de montrer davantage tout en commentant son apparence et son attitude, la qualifiant de « homegrown », ce qui révèle qu'il observe sa personnalité et son style de vie. Elle suggère même de se rendre à l'arrière de la voiture, négociant de façon implicite ce qu'elle pourrait obtenir en échange de ses gestes. Le ton bascule vers une forme de négociation indirecte. Elle parle de ce qu'elle veut, comme un repas dans un steakhouse ou même des biens matériels comme une Lamborghini. Lui reste pragmatique, gardant le contrôle de la situation, amusée, testant jusqu'où elle est prête à aller. La scène devient presque caricaturale, elle effectue des spins, secoue la voiture et danse pour provoquer une réaction, tandis qu'il commente, donne des instructions et reste détaché, conscient qu'elle agit surtout par intérêt pour ses possessions. Il commente le manque de respect de certaines femmes et leurs tendances, et essayait juste de récupérer le sac, soulignant la superficialité et la manipulation qui peuvent exister dans ce type d'interaction. La scène continue avec des instructions précises. Chaque fois qu'il démarre le moteur, elle doit sauter et bouger, créant une interaction quasi rituelle et performative. Ils discutent de repas et d'endroits où aller, avec elle qui exprime ses préférences et lui qui garde le contrôle sur la situation, ne cédant que pour observer et tester son comportement. Les échanges montrent un mélange de flirt, de provocation et de négociation implicite, où chaque geste a une signification et une attente. Enfin, la vidéo se termine sur une note réflexive et promotionnelle, il commente la nature de ces interactions, souligne le manque de respect et la superficialité de certaines femmes, et invite les spectateurs à liker, s'abonner, activer la cloche de notification, le suivre sur ses réseaux et consulter les liens pour générer des revenus. La scène se clôt ainsi, mêlant une morale personnelle à la promotion de ces plateformes. Abonne-toi et like cette vidéo pour. Coucou les gars. Un homme remarque une jeune femme au coin de la rue, impeccable dans sa tenue. Il tente une approche, engage la conversation. Salut, comment tu vas? Comment tu t'appelles?
Mais elle le coupe net, je ne suis pas intéressé. J'ai déjà un copain. Un peu surpris, il s'excuse poliment, ah, désolé d'entendre ça. Mais au moins, tu es heureuse? Elle acquiesce avec un sourire froid, oui, très heureuse. Alors il s'incline, respectueux, dans ce cas, je respecte ça. Passe une bonne journée. Alors qu'il s'éloigne, il pense à voix basse qu'il aime ce genre de femmes honnêtes, fidèles, qui annoncent clairement qu'elles sont en couple. Pour lui, c'est rare. Mais soudain, la vitre arrière d'une voiture se baisse, c'est la même femme. Intrigué, il s'avance. Elle l'interpelle, attends, c'est quoi ton nom? Méfiant, il répond, pourquoi ça compte? Elle insiste, ça compte vraiment. Il hausse un sourcil, pourtant tu as un copain, non? Elle hésite, bafouille, puis lâche. Non, en fait j'ai menti. Je n'ai personne. Il la fixe, un peu déçu. Donc tu m'as menti? Ce n'est pas une bonne impression, tu sais. Elle soupire, cherchant à se rattraper, c'est juste que je n'aime pas être abordée. Mais en te regardant bien, tu es vraiment très beau. Il esquisse un sourire ironique. Ah, donc maintenant je suis beau? Elle hoche timidement la tête, oui. Il réplique doucement mais avec fermeté. Pourtant, je l'étais déjà, même quand tu prétendais ne pas voir. Comme je t'ai dit, je n'étais pas vraiment en train d'essayer de te regarder, je voulais juste aller où je devais aller. Elle réplique aussitôt, le fixant. Alors pourquoi tu ne continuais pas ton chemin? Pourquoi t'es encore là? Il hausse les épaules, comme je t'ai dit, je me suis dit, voyons voir ce qu'elle veut. Elle plisse les yeux. Et pourquoi tu veux voir ce que je veux maintenant? C'est ça que je comprends pas. Un soupir échappe à la jeune femme, pourquoi je devrais expliquer? Je suis là maintenant, c'est tout. Il secoue la tête, bien sûr que tu dois expliquer. Si tu veux continuer cette conversation, j'ai besoin de savoir. Elle sourit légèrement, t'as besoin de savoir? Ouais, j'ai besoin de savoir. Je t'ai dit que j'aime pas être abordé. Il arque un sourcil. Ah bon? T'aimes pas être abordé? Alors pourquoi t'es encore là, devant moi? Elle hésite, puis répond. Parce que là, c'est moi qui t'aborde. J'ai pas envie de bloquer mes bénédictions. Il rit doucement. Ah ouais? Donc maintenant je suis une bénédiction? Peut-être, tu pourrais être le bon. Je pourrais être le bon? Oui. Il la regarde longuement, intrigué. Donc juste parce que je t'ai paru sympa, tu t'es dit ça? Elle hoche la tête. Ton énergie donnait quelque chose de doux, de respectueux, mais j'avais quand même des doutes. Il s'avance un peu. Pourtant, si j'étais doux et gentleman, pourquoi tu avais ta garde levée? Pourquoi tu m'as menti en disant que t'avais un copain? Elle baisse les yeux. Tu sais bien, les hommes parfois. Non. Je sais pas comment les hommes sont, je sais juste comment moi je suis. Et comment tu es? Demande-t-elle. Il répond sans hésiter, je suis quelqu'un de sincère. Un homme sincère? Exactement. C'est pour ça que je suis encore là alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il sourit, mais garde une certaine méfiance. Mais comment tu sais que je suis sincère, si tu me connais pas encore? On peut apprendre à se connaître. C'est vrai, mais sois honnête. Tu m'as dit que tu étais là parce que je suis sincère, mais tu ne sais rien de moi. Ne me mens pas. Elle soupire, perdue, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il la regarde droit dans les yeux, je veux juste que tu sois honnête. Rien de plus. Regarde la jeune femme droit dans les yeux et dit calmement, d'accord. Mais sois honnête avec moi. Pourquoi tu veux me parler maintenant? Pourquoi tout à coup tu changes d'attitude? Elle hésite un instant, puis souffle. Parce que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'être impoli. Il la fixe avec un léger sourire ironique, donc j'ai réussi à capter ton attention, finalement? Elle hoche la tête, oui. Il insiste, ce n'est pas à cause de la voiture dans laquelle je suis monté? Elle secoue vivement la tête, non, pas du tout. Mais lui n'est pas convaincu, pourtant, j'ai cette impression. Dès que je suis monté dans ma voiture, ton énergie a changé. Elle réplique d'un ton ferme, je ne crois pas. Comme je t'ai dit, je n'aime pas être abordé. Mais ensuite, je me suis dit, pourquoi pas voir ce que tu veux? Ça n'a rien à voir avec ta voiture, crois-moi. Il reste méfiant, d'accord, mais pourquoi je devrais te donner une seconde chance, alors? Elle lui sourit, parce que tu devrais apprendre à me connaître. Je suis une fille douce et gentille. Lui ricane, ah oui? Très douce, très gentille, et plutôt jolie aussi, c'est ça? Elle assume, oui. Je suis jolie. Il lève les yeux au ciel, tu tenais à le placer, hein? Elle rétorque, c'est la vérité. Mais tu devras apprendre à me connaître pour vraiment voir qui je suis. Intrigué, il demande, ton nom, c'est quoi? Elle répond, Imari. D'accord, Imari. Tu viens d'où? De Dallas. Et ça fait combien de temps que t'es à Houston? Presque 2 ans. Tu aimes ici? Oui. Je voulais changer, découvrir une autre ambiance. Je vois. Tu as quel âge? 21 ans. Et ton anniversaire? En août. Donc tu es Lyon. Exact. Et tes origines? Je suis Blasian. Elle change de ton et demande, dis, je peux monter dans ta voiture? Il fait chaud dehors.
Mais lui secoue la tête, non, on parle ici. Je ne laisse pas entrer des inconnus dans ma voiture. Je ne te connais pas encore assez. Mais si tu veux, je peux descendre et on discute dehors. Elle acquiesce. D'accord, je sors. Il commente en aparté, c'est marrant, son énergie a totalement changé. Puis il reprend, mais pourquoi tu te plains de la chaleur? Tu savais qu'il faisait chaud avant de sortir, non? Alors pourquoi venir si ça t'embête? Elle répond sèchement, parce que je devais aller là où j'allais. Et justement, où tu allais? C'est quoi ton programme pour le reste de la journée? Des courses. Seul? Oui. Il se rapproche un peu. Donc tu es célibataire? Oui. Pourquoi? Par choix. Ça fait combien de temps? Toute ma vie. Il fronce les sourcils. Jamais eu de copain? Je ne sais pas si c'est un drapeau rouge ou pas, ça. Elle explique, non, ce n'est pas un problème. C'est juste que j'ai des standards élevés. Si quelqu'un ne répond pas à mes critères, je ne perds pas mon temps. Il acquiesce, c'est logique. Puis ajoute, moi, ça fait 3 ans que je suis célibataire. 3 ans? Pourquoi? J'ai préféré me concentrer sur moi-même. Ma vie, mes projets. J'avais pas le temps de donner toute mon énergie à une femme. Alors pour l'instant, je reste centré sur ma croissance personnelle. Donc tu es un homme occupé? Conclut-elle avec un léger sourire. Sous un soleil écrasant, la discussion entre eux prend un tournant plus léger et intime. Il remarque une inscription sur le côté de son bras et demande, super occupé. Attends, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Elle répond calmement, Leda. Intrigué, il hausse les sourcils, ah, ça veut dire soleil. En grec? Elle confirme d'un sourire et il s'exclame, ok, d'accord, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Curieux, il poursuit, tu as d'autres tatouages? Elle acquiesce, oui, sur les bras, 2 manches complètes, un peu sur les jambes. Il désigne l'un d'eux, et celui-là, c'est quoi? Elle explique avec sérieux. En gros, ça symbolise que j'aime le jeu, le risque. Pour moi, la vie c'est ça, prendre des risques. C'est comme ça que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Jouer la sécurité, ça te laisse au même endroit. Il hoche la tête, approuvant, ouais, je comprends. Faut pas rester figé. Elle ajoute en riant, mais avoue qu'il fait une chaleur de fou ici. Il sourit, je t'avais prévenu. Ils échangent un regard complice en cherchant un peu d'ombre, puis l'aide à fermer une porte récalcitrante, lui montrant comment mettre plus de force. Tu dois utiliser tes muscles, plaisante-t-il. Elle rit, je vais à la salle de temps en temps, mais je bosse beaucoup. Intrigué, il demande, et tu fais quoi comme travail? Elle répond, je suis serveuse, mais je n'aime pas vraiment travailler pour les autres. Du coup, je suis à l'école et j'essaie de me construire pour lancer mon propre truc. Il sourit, donc, tu veux être entrepreneuse, travailler à ton rythme. Elle acquiesce fermement, exactement. Curieux, il insiste, et dans quoi alors? Elle inspire, un peu timide, je danse. Je suis danseuse et je veux lancer quelque chose dans ce domaine. Il la taquine, il y a beaucoup de danseuses. Tu dois préciser. Quel genre de danse? Elle répond avec assurance, chorégraphie hip-hop. Ses yeux brillent, oh ouais? T'as des vidéos? Elle sort son téléphone, amusée, bien sûr. Il se penche, faut que je vois ça, tu dis que t'es danseuse, faut des preuves. Elle sourit, fait défiler sa galerie et lance une vidéo. Tiens, c'est ma dernière. Il s'installe pour regarder, captivé par ce qu'elle lui montre. L'ambiance est détendue, presque intime, dans un salon où la discussion tourne d'abord autour des rêves et des ambitions. La jeune femme explique qu'elle adore danser, surtout le hip-hop, et qu'elle aimerait un jour apparaître dans des clips musicaux. Si elle avait le choix, elle travaillerait volontiers avec Normani, qu'elle admire pour ses performances de danse, ou encore avec Kendrick Lamar, dont les vidéos débordent souvent d'énergie et de chorégraphie. Elle avoue que son objectif ultime serait de voyager à travers le monde en dansant. Son interlocuteur l'encourage, persuadé qu'en continuant dans cette voie, ses rêves finiront par se réaliser. Puis, le ton change subtilement, la conversation glisse vers des sujets plus personnels. Il lui demande quel est son type d'homme, ce qui la fait sourire. Elle avoue qu'elle n'a pas vraiment de préférence stricte, mais qu'elle aime les hommes qui prennent soin d'eux, qui se présentent toujours propres et soignés. Les mains, dit-elle, sont un détail essentiel qu'elle regarde toujours. Elle apprécie également les hommes plus grands qu'elle et avoue une attirance pour les jolis garçons. En plaisantant, elle le qualifie même de « mignon », et finit par concéder qu'elle le trouve plutôt beau et séduisant. La discussion devient encore plus intéressante lorsqu'ils abordent le sujet des relations de couple et du partage des responsabilités. À la question du fameux 50-50e, partager les dépenses à parts égales, elle répond fermement qu'elle n'y croit pas. Pour elle, l'homme doit assumer la totalité, être le pilier financier du couple. Son interlocuteur, surpris, la met au défi. Si l'homme apporte tout sur le plan matériel, qu'est-ce qu'elle, de son côté, apporte dans la relation? La jeune femme sourit, presque amusée, et lance « Mais tu me vois? Je suis belle. » Cependant, il insiste, la beauté ne suffit pas. Dans une ville comme Houston, et même dans le monde entier, il y a beaucoup de jolies femmes. Les apparences ne sont pas tout, et il veut savoir ce qu'elle a de réellement unique à offrir. Alors, un peu plus sérieuse, elle répond qu'elle sait bien communiquer, qu'elle peut apporter un soutien moral et être présente mentalement pour son partenaire. Mais elle met une limite claire,
elle ne compte pas contribuer financièrement. Même ses dépenses personnelles, comme ses sorties entre amis ou ses manucures, elle estime que son compagnon devrait les prendre en charge. L'homme reste perplexe face à cette logique et la pousse à expliquer davantage, cherchant à comprendre comment, dans son esprit, un tel équilibre pourrait vraiment fonctionner. La discussion devient rapidement intense, presque philosophique, sur la question de la valeur et des attentes dans une relation. Elle affirme que si elle sort avec quelqu'un, il doit vouloir qu'elle soit belle, qu'elle se sente bien dans sa peau, et que pour cela, l'homme doit parfois contribuer financièrement. Lui, perplexe, lui demande comment elle ajoute de la valeur en retour. Elle peine à répondre clairement, se limitant à sa beauté et à sa capacité à soutenir mentalement son partenaire. L'homme, fermement, lui fait comprendre que la simple apparence ne suffit pas. Dans le monde entier, il y a beaucoup de belles femmes. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on apporte sur le plan réel et concret à la relation. La jeune femme, confiante, se donne une note astronomique, 1000 sur 10, affirmant qu'elle est parfaite et sans défaut. L'homme tente de la ramener à la réalité. Personne n'est parfait, tout le monde a ses failles. Mais elle reste convaincue de sa valeur et de ses compétences, notamment dans la danse et sa vie artistique. Finalement, la conversation prend un tournant décisif. L'homme conclut calmement que, malgré son charme, elle ne correspond pas à ses critères de partenaire. Elle demande qu'on ajoute pour elle sans offrir quelque chose de concret en retour. Pour lui, cette logique ne tient pas, et il décide de mettre fin à la discussion. Il se lève, lui souhaite une bonne journée et quitte la scène, laissant entendre qu'il reconnaît sa valeur mais qu'il ne peut pas s'engager dans ce type de dynamique. Alors qu'il s'éloigne, il commente à voix basse la situation, amusé et surpris par l'audace de la jeune femme. Il conclut en rappelant aux spectateurs de liker, commenter et s'abonner à la chaîne, partageant l'expérience comme un moment de leçon sur les relations et la valeur personnelle, tout en continuant son chemin vers ses objectifs. Abonne-toi et like la vidéo mon gars. Je vais tous les démasquer.